l'ordre du jour de ce Conseil, il y avait des mesures générales, notamment des projets de loi et d'ordonnances, ainsi que des communications. Au chapitre mesures générales, projets de loi et d'ordonnances, au titre du secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé du budget, le Conseil a adopté un projet de loi portant règlement du budget de l'État pour l'année 2016, ainsi que la communication y afférente. Le projet de loi portant règlement de budget fait en quelque sorte un compte-rendu de la mise en œuvre du budget de l'année précédente. Le budget, avant d'être mis en œuvre, est adopté en Conseil des ministres, voté par l'Assemblée nationale. Il est ensuite exécuté par le gouvernement et à la suite de cette exécution, le gouvernement rend compte de la gestion. Le budget de l'année 2016 avait initialement été arrêté en ressources et en charges à 5 813 milliards de francs CFA par la loi de finances numéro 2015-840 du 8 décembre 2015. En cours de gestion, ce budget a été révisé et son niveau a été porté à 6 165 milliards de francs CFA par une loi de finances rectificative du 8 décembre 2016 pour prendre en compte un certain nombre de variations, notamment l'évolution notable de certaines des hypothèses de base des projections de recettes et la nécessité de renforcement de certaines actions de l'État. Ainsi, les prévisions initiales de recettes ont été révisées pour prendre en compte l'impact combiné de facteurs tels que l'évolution des cours du pétrole, l'évolution des cours du cacao à l'international, l'actualisation des volumes de cacao exportés. Par ailleurs, toujours au niveau des ressources, d'autres aménagements ont été opérés qui concernent notamment les tirages sur certains financements extérieurs pour prendre en compte les performances dans l'exécution des projets concernés. Et évidemment, dans ce chapitre, il a été pris en compte les nouveaux financements obtenus dans l'intervalle. Concernant les dépenses publiques, des ajustements ont été opérés au niveau de certains secteurs prioritaires, notamment ceux de la sécurité, de l'agriculture, des infrastructures économiques, de l'enseignement secondaire. Donc, établissant le bilan de la gestion budgétaire et comptable de l'année 2016, le présent projet de loi de règlement arrête le montant définitif des recettes à 5 807 milliards de francs CFA et celui des dépenses à 5 872 milliards de francs CFA. Deuxièmement, au titre du secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, toujours, le Conseil a adopté 2 ordonnances et le projet de loi de ratification y afférent. La première ordonnance modifie certains articles, les articles 50, 151, 166, 277 et 623 du Code général des impôts. Et la deuxième ordonnance porte exonération des droits domaniaux et de publicité foncière en faveur de la société Côte d'Ivoire Énergie. Il s'agit ici principalement de mesures fiscales adoptées pour permettre le transfert dans les meilleures conditions d'un certain nombre d'actifs à la société Côte d'Ivoire Énergie. Il s'agit notamment du patrimoine des sociétés dissoutes Sopieux et Sogep, de certains terrains et équipements, de lignes de transport d'électricité, de lignes d'interconnexion avec les réseaux étrangers. Ces différentes mesures visent à permettre à Côte d'Ivoire Énergie d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés en matière de production d'électricité et plus précisément en matière d'électrification rurale. Nous passons au chapitre des projets de décret. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un décret modifiant l'article 134 du décret du 24 avril 2013 portant tarification des émoluments des frais de justice en matière civile, commerciale, administrative et sociale. Ce décret modificatif consacre la réduction de 0,5% consentie par la Corporation des notaires sur le taux applicable au calcul des honoraires proportionnels dus pour la tranche des immeubles dont le prix de vente oscille entre 10 et 30 millions de francs CFA. Ce taux passe donc désormais de 2 à 1,5%. Cette mesure s'insère dans le vaste programme initié par le gouvernement pour
améliorer l'environnement des affaires et soutenir durablement la croissance de l'économie nationale. Deuxièmement, au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté une communication relative à la préparation du second cycle de l'évaluation du dispositif de lutte mis en place en Côte d'Ivoire contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Ce second cycle court jusqu'en 2021 et cette évaluation sera faite par le GIABA, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent, et les institutions financières internationales. Il s'agit ici de 2 décrets, donc le premier, je viens d'en parler, et le deuxième, lui, porte désignation de l'autorité compétente chargée de l'évaluation nationale des risques et de l'élaboration de la stratégie nationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. En application de la loi 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, ce décret donne compétence au comité de coordination des politiques nationales de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, dénommé comité de coordination pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels notre pays pourrait être exposé. À cet effet, le comité de coordination est chargé de coordonner et de conduire les travaux de l'évaluation nationale des risques et de l'élaboration de la stratégie nationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Troisièmement, au titre du ministère du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier modifie la dénomination de la société Énergie Côte d'Ivoire, ainsi que les articles 1, 2 et 13 du décret du 21 décembre 2011 portant création de la société d'État dénommée Énergie de Côte d'Ivoire. Le deuxième décret porte transfert d'actifs à la société d'État dénommée Côte d'Ivoire Énergie. Ces différentes mesures précisent et renforcent le dispositif réglementaire régissant la société d'État Côte d'Ivoire Énergie. Ainsi, ces mesures consacrent la dénomination Côte d'Ivoire Énergie, et donc en abrégé CI Énergie, en lieu et place de Énergie de Côte d'Ivoire, et élargissent le domaine d'activité de la société, désormais à la production d'électricité, ce qui va commencer avec le barrage de Soubré. En outre, ces mesures précisent le régime juridique des biens transférés et les modalités du traitement comptable des actifs transférés à la société suite à la dissolution de la SOGEP et de la SOPIE. Nous passons au chapitre des communications. La première communication est faite au titre du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Le Conseil a adopté le Programme national d'investissement agricole 2, donc le PNIA 2, qui couvre la période 2018-2025. Ce PNIA 2, élaboré à la suite du PNIA 1, est l'unique cadre harmonisé de l'ensemble des interventions dans le secteur agricole. Il faut d'abord indiquer que le montant des ressources financières rendues disponibles pour la mise en œuvre du PNIA 1 s'élève à ce jour à 1 622 milliards de francs CFA. Le PNIA 1 a permis une croissance importante de la production agricole en Côte d'Ivoire. Pour ce qui est des cultures pérennes ou de rente, le total de la production est passé en 2011 de 4 631 000 tonnes à 5 148 000 tonnes en 2016. Pour ce qui est des cultures vivrières, la production est passée de 11 803 000 tonnes en 2011 à 16 341 000 tonnes en 2016. Les revenus cumulés, culture pérenne, culture vivrière, revenus captés par les producteurs sont, eux, passés de 3 370 milliards de francs CFA en 2012 à 6 148 milliards de francs CFA en 2016,
soit une croissance de 82% en 5 ans. Nous pouvons également mentionner la baisse du taux de pauvreté en milieu rural, taux qui est passé de 62,5% en 2008 à 56,8% en 2015. Fin décembre 2016, le PNIA 1 a permis la création en Côte d'Ivoire d'1 797 000 emplois directs, donc générés dans le secteur agricole, pour un objectif à fin 2017 de 2 400 000. Et le ressort des résultats du PNIA 1 que le potentiel agro-industriel de notre pays a été insuffisamment développé. Ainsi, au niveau des principales productions, donc par exemple de l'anacarde, nous sommes passés de 5,3% de transformation locale en 2012 à 6,5% en 2016. Au niveau du cacao, nous sommes passés de 29% de transformation en 2012 à 31% en 2016. D'où la nécessité de stratégies plus intégrées tout le long de la chaîne de valeur de nos produits agricoles, ce qui justifie principalement la mise en œuvre du PNIA 2. Ce PNIA 2 couvre les sous-secteurs de l'élevage, de l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la gestion de l'environnement, ainsi que les questions liées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les problématiques de développement rural. À cet égard, la deuxième génération du PNIA s'articule autour de 6 programmes qui comprennent le renforcement et le développement de la valeur ajoutée au niveau de l'agriculture, au niveau de la gestion des forêts, au niveau de l'élevage et de la production halieutique, et également autour de la stimulation d'une croissance inclusive en vue de garantir le développement rural et le bien-être des populations vivant en milieu rural. Et ce PNIA 2 innove avec la création de 9 agropoles. Pour chaque zone d'agropole, en amont, toutes les activités qui permettent d'améliorer la production agricole de la zone concernée. Et en aval, la zone d'agropole prendra en compte toutes les activités et besoins de l'ensemble des acteurs privés et publics pour la conservation, la transformation, la commercialisation, donc des produits agricoles de la zone. La mise en œuvre du PNIA 2 sera séquencée sur les périodes 2018-2020 et 2021-2025 pour un coût global de 11 905 milliards de francs CFA. Deuxièmement, au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté une communication relative à l'aménagement de la convention État-CIVAC pour la mise en œuvre du partenariat public-privé entre la Société ivoirienne d'abattage et de charcuterie, donc la CIVAC, et la coopérative des éleveurs de porc de la région de Lamballe, en France, ce qui s'appelle la Coperle Arc Atlantique. Donc cette convention État-CIVAC a été signée en mars 1995. Les aménagements apportés à la convention visent principalement à la mettre en cohérence avec les nouveaux enjeux liés au développement de la filière porcine, donc prendre en compte la réalité actuelle, pour créer de réelles opportunités d'investissement à tous les niveaux de la chaîne de valeur du secteur et assurer un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et de l'environnement. À ce jour, la filière porcine en Côte d'Ivoire fait l'objet d'une augmentation très forte de la consommation. Cette consommation est passée de 37 000 tonnes en 2012 à 66 449 tonnes en 2015, alors que la production nationale stagne autour de 9 000 tonnes. Les investissements prévus dans le cadre du partenariat entre la CIVAC et la Coperle Arc Atlantique sont de l'ordre de 5 milliards de francs CFA sur les prochaines années. Le Conseil a donc donné son accord pour la signature de cette nouvelle convention entre l'État de Côte d'Ivoire et la CIVAC. Toujours au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a entendu une communication relative aux points de débarquement aménagés de Lokodjro et de Grand Laou. Ces points ont fait l'objet de dons du Maroc à la Côte d'Ivoire, dont évalué à 3,3 milliards de francs CFA. Chacun de ces points comprend une halle de poisson, l'espace de fumage, l'espace de froid, l'espace de stockage, l'atelier
de maintenance et puis des espaces communs. Le Conseil donc a autorisé l'inauguration de ces deux infrastructures et autorisé également que ces deux infrastructures portent respectivement les dénominations suivantes. Le premier, donc celui de Lokodjro, point de débarquement aménagé Mohamed VI de Lokodjro, et le deuxième, point de débarquement aménagé Alassane Ouattara de Grand Laou. Quatrièmement, au titre du ministère du Plan et du Développement, le Conseil a adopté une communication relative à la 5e enquête par grappe à indicateurs multiples, ce qui s'appelle le MIX 5, Côte d'Ivoire 2016. Cette enquête s'inscrit dans le cadre du programme mondial des enquêtes mixtes que l'UNICEF conduit depuis 1990. Le MIX 5 Côte d'Ivoire 2016 a été réalisé sur toute l'étendue du territoire national. Les résultats clés de cette enquête montrent une tendance nette à l'amélioration de nombreux indicateurs sociaux, notamment ceux relatifs à l'accès aux services de santé, à l'éducation, à l'état civil, aux pratiques d'assainissement, d'alimentation, de prise en charge des maladies des enfants et des femmes. En effet, selon les conclusions de cette enquête, le taux de mortalité infanto-juvénile, donc mortalité des enfants de moins de 5 ans, est passé de 181 pour 1000 en 1998 à aujourd'hui 96 pour 1000. Ce chiffre continuera à baisser puisque le gouvernement prend la disposition pour cela. Le Conseil a pris acte des conclusions de l'enquête et a instruit les ministres techniques concernés donc à l'effet de prendre en compte les recommandations formulées dans les programmes en cours en matière de politique sociale au cours des prochaines années. Et l'objectif étant évidemment de continuer à faire en sorte que ces différents ratios et indicateurs s'améliorent. Cinquièmement, au titre du ministère de l'économie et des finances, le Conseil a adopté deux communications. La première est relative au bilan du suivi des indicateurs MCC à mi-novembre 2017 et à la mise en œuvre de la stratégie à partir de 2018. Donc, depuis son engagement en 2011 dans le processus du MCC, donc le Millennium Challenge Corporation, notre pays connaît une amélioration constante et continue de ses performances. Ainsi, nous sommes passés de 5 indicateurs au vert en 2012 à aujourd'hui 14 indicateurs. Ces résultats ont permis à la Côte d'Ivoire de devenir éligible au programme Threshold en 2014, puis au programme Compact en 2015, dont la signature a eu lieu en présence du président de la République. Dans cet élan, la stratégie 2018 vise à obtenir 17 indicateurs au vert sur 20. Il s'agit notamment de faire passer au vert 3 indicateurs, les indicateurs accès au crédit, taux de vaccination et santé de l'enfant. Donc le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet d'agir avec diligence dans la mise en œuvre des préconisations faites. La deuxième communication est relative à la matrice des réformes prioritaires pour l'amélioration des performances de la Côte d'Ivoire au rapport Doing Business 2019. Conçu sur la base de l'agenda des réformes 2017-2019, adopté par le gouvernement en décembre 2016, la matrice des réformes prioritaires pour l'amélioration des performances de la Côte d'Ivoire au rapport Doing Business 2019 vise principalement à hisser notre pays au rang des meilleures économies dans le monde en matière de climat des affaires. Cette matrice comprend 21 mesures articulées autour de 15 projets de réforme informatique et de 6 projets sectoriels dans 9 indicateurs. L'ensemble de ces mesures forme le plan d'action des réformes prioritaires avec pour objectif la dématérialisation intégrale des actes et services administratifs, l'accélération du traitement des demandes et la stimulation de la réactivité de l'administration publique. Le plan d'action prévoit la réalisation de 15 projets informatiques sur la période du 15 décembre 2017 au 30 avril 2018 et la mise en œuvre de 6 projets sectoriels entre le 31 décembre et le 30 avril 2018. L'objectif de toutes ces mesures, c'est d'améliorer notre classement
au niveau mondial, mais il s'agit principalement d'afficher une gouvernance efficace et une gouvernance responsable, conforme aux standards internationaux. Une gouvernance qui privilégie le résultat, l'amélioration de l'environnement des affaires, par exemple, l'amélioration des conditions de vie des populations surtout. Sixièmement, au titre du ministère du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, le Conseil a adopté une communication relative au projet de réalisation d'une centrale à biomasse. Ici, il s'agit de résidus issus des plantations de palmiers à huile. Et cette centrale a une capacité de production de 2 fois 23 MW et elle est prévue pour être installée dans la région d'Aboasso. Donc le projet de réalisation de cette centrale à biomasse, ou projet BioVea, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'accroissement des capacités de production d'électricité à travers une intégration plus forte des énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Ce projet consiste à construire ici une centrale d'une puissance de 2 fois 23 MW qui produira 337 GWh par an d'électricité. La centrale a un coût estimé à 105 milliards de francs CFA. Et par sa localisation géographique, ce projet participera de façon importante à la réduction des pertes sur le réseau de transport, distribution de l'électricité consommée dans cette région. Ce projet générera d'autres retombées dans la région au niveau socio-économique avec la création d'1 millier d'emplois directs. La mise en œuvre de la première tranche de cette centrale interviendra au bout de 33 mois à compter de la mise en vigueur de la convention BioVea, soit au dernier trimestre 2020. Le Conseil a donc donné son accord pour la signature du projet d'accord tarifaire correspondant, signature qui pourrait avoir lieu dans les prochains jours ou semaines au maximum. Au chapitre des divers, juste une annonce, c'est une communication faite au titre du ministère des Transports qui a informé le Conseil de la mise en circulation à partir du lundi 27 novembre d'une nouvelle génération de taxis à Abidjan. Des taxis qui affichent un certain nombre d'avantages sur la génération précédente. Il s'agit notamment d'une sécurisation plus forte qui est visible par les passagers, les chauffeurs qui sont mieux formés et plus disciplinés. De taxis qui vont permettre par exemple des paiements électroniques. Le gouvernement a décidé, à travers ce qui s'appelle le Fonds de développement des transports, FTTR, donc d'apporter une contribution à la politique de modernisation du parc des taxis en garantissant par exemple les financements faits par les banques aux opérateurs dans ce secteur.